Amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir le professeur Tariq Ramadan. Bonsoir Tariq, Bonsoir, bienvenue. Eric. Merci de cette invitation encore. Merci à toi. Et monsieur Jacob Cohen. Bonsoir Jacob. Bonsoir, bonsoir Eric, bonsoir Tariq. Bonsoir, C'est un Jacob. plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors ce soir, le général Dominique Delaware ne sera pas parmi nous. Il est dans un avion. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas participer à des directs sur StreamYard à partir d'un Boeing. Alors, on est tous les trois, Tariq et Jacob, pour évoquer un sujet qui est présent en permanence dans l'actualité, c'est le choc des civilisations. Alors, pour ceux qui sont un peu informés, on connaît les sources, mais aujourd'hui, est-ce que vous diriez que nous sommes entrés dans le choc des civilisations ou ça reste encore un fantasme? Lequel de vous deux veut répondre? Honneur aux anciens, Tariq. Honneur aux dignitaires et à la parole de sagesse. Bon, Alors, euh, je crois qu'on n'est jamais sorti du choc des civilisations, hein. Enfin, on peut l'appeler comme on veut. Moi, j'appelle ça la vie, la routine des relations internationales, si vous voulez. C'est-à-dire que si on prend les 5 derniers siècles, c'est-à-dire avec le développement. Hier, j'ai fait une vidéo où je disais que, en fait, l'Occident a dominé le monde depuis 5 siècles, enfin les 5 derniers siècles, c'est-à-dire ça coïncidait avec l'émergence du capitalisme, des conquêtes territoriales, des expansions, et donc, mais malheureusement, ça a été fait avec un cynisme incroyable, c'est-à-dire qu'on n'a jamais on n'a jamais voulu vraiment établir des relations pacifiques justes. Ça a toujours été une suite de conquêtes, de domination, de trahison, de traités signés et violés ou dénoncés. Et finalement, je pense que les derniers soubresauts, on avait rêvé, enfin, on avait imaginé ou fantasmé éventuellement un apaisement, mais j'ai l'impression qu'on retombe dans les derniers journaux le prouvent, on retombe dans la conflagration, dans l'esprit de combat, et je crois pas que même, enfin, on dit que Trump quand il viendra, ça pourra, disons, se pacifier, mais je crois pas beaucoup. C'est-à-dire pourquoi? Parce que pour moi, il reste un dirigeant américain que j'appelle un dirigeant yankee, c'est-à-dire la mentalité yankee, donc une mentalité de domination, de surpuissance. D'ailleurs, il a déjà exprimé qu'il voulait acheter le Groenland, conquérir Panama, le Canada. De toutes les façons, il tentera soit par l'économie ou bien en dernier ressort, je le vois mal par exemple dire aux Russes, bon allez prenez ce qu'il vous faut en Ukraine et puis on va signer la paix. Donc on va continuer sur la lancée du monde, c'est-à-dire des conflits, des tensions et malheur aux vaincus. Voilà. Comme introduction, si vous voulez. bon, j'adore ton optimisme, Jacob. J'ai pas beaucoup forcé, hein. Euh, Tariq. oui, moi j'aimerais, autant je suis complètement d'accord avec ce que dit Jacob, c'est-à-dire que ce qu'il présente, c'est finalement que les choses n'ont pas changé, qu'on puisse l'appeler guerre des civilisations ou autre chose. Ce qui demeure, c'est le cynisme
de l'engagement politique, c'est le cynisme des décisions, c'est le cynisme des vainqueurs et c'est le cynisme de l'exploitation au nom d'intérêts économiques. Avec tout ceci, je suis d'accord, je pense que de ce point de vue, rien n'a changé. Ce qui m'intéresse dans l'intitulé, néanmoins, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique, parce que aujourd'hui, on n'a pas simplement avoir à des guerres qui provoquent des morts. Ce que l'on sait, on le sait très bien, c'est que en fait, il y a tout l'appareil médiatique et tout l'appareil terminologique qui va justifier un certain nombre, qui va habiller ce cynisme transhistorique d'habits nouveaux. Et là, il faut qu'on soit très, très important parce que les mots sont importants et les habillages sont déterminants de ce point de vue. Alors, ce qu'il y a de très important à mon sens, c'est que ce qui a été présenté en Occident, d'une certaine façon, comme finalement des guerres entre des idéologies, ce que fut la guerre froide, ce que fut le bloc communiste, ce que fut le bloc dit occidental, démocratique et progressiste versus tout ce qui était le communisme, que ce soit la Russie ou la Chine. Eh bien, et ça c'est important de se rendre compte, c'est que ce qui apparaissait comme l'espace de défense des principes universels, de la pluralité et de la démocratie, c'était l'Occident. L'Occident par opposition à tout le bloc communiste et à toute l'idéologie. Et donc on avait un conflit d'idéologie. Ça, il faut se rendre compte de la fracture qui, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle et puis ensuite dans le déroulé du 20e siècle, mais déjà on se rend compte que dans le courant du 20e siècle, on a une évolution qui est une évolution qui fracture finalement la première fracture que l'on propose comme perception du monde, les deux blocs l'un contre l'autre. Et ce qui va se passer, et qui encore une fois d'un point de vue historique, c'est Bernard Lewis, c'est Huntington, et c'est finalement l'air du temps aujourd'hui, c'est de transformer au moment où on ne peut plus habiller ce que vient de dire Jacob, à savoir une politique cynique, une politique d'intérêt qui, sous couvert de la défense des principes progressistes, des principes démocratiques, est allé ici bombarder le Vietnam, ici coloniser le monde, auparavant, tout ce qui a été derrière la rhétorique de ces principes universels, finalement, effectivement, comme il a été dit, une politique cynique, une politique d'exploitation avec le motto qui est toujours malheur aux vaincus. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que on est en train de nous vendre, on nous a vendu l'idée qu'on était à la fin des idéologies d'une certaine façon. Mais l'idée de la fin des idéologies est une idéologie en soi qui va transformer les termes de l'équation en nous proposant tout à coup l'idée que finalement, ce ne sont pas les idéologies, le communisme c'est terminé, donc ça n'est plus finalement un combat entre le capitalisme versus le communisme, c'est la civilisation, c'est un jour ce que m'avait dit le Premier ministre espagnol dans un débat qu'on avait eu en Espagne, qui dit non mais en fait il n'y a qu'une seule civilisation, le reste c'est un peu des barbares. Et cela, il faut l'entendre parce que finalement, ce qu'on a changé, c'est de dire, eh bien, il y a aujourd'hui des civilisations qui sont présentes dans le monde. Alors effectivement, on a parlé de la civilisation occidentale. La deuxième qui était en compétition et en tension, c'est la civilisation islamique. L'islam étant à la fois une religion avec un petit i et une civilisation avec un grand i, la civilisation chinoise et d'autres. On en comptait 8 chez Huntington. Mais ce qui est le plus important, c'est que finalement, ce que l'on a dit, c'est que d'un côté, du côté de la civilisation occidentale, on retrouvait les principes universels, le progressisme, la déclaration universelle des droits humains, cette idée, je veux dire, cet oxymore qui est de dire les droits universels occidentaux.
et qui dit tout en fait, qui a déjà dit finalement il y a une monopolisation, on est non content d'avoir colonisé des terres, maintenant on colonise les valeurs. Donc les valeurs sont colonisées par l'Occident. Pourquoi est-ce que c'est important ceci? Parce que cet Occident qui devient la civilisation par excellence, qui deviendrait la seule civilisation, elle est en danger par ceux qui, et en particulier aujourd'hui au premier rang, l'islam en termes de civilisation, qui ne partagerait pas les mêmes valeurs, qui serait intrinsèquement antidémocratique, fondamentalement contre les droits humains, essentiellement dans le patriarcat et qui va exploiter les femmes. Et ça, si on ne le comprend pas, on ne comprend pas comment aujourd'hui, jusque dans le conflit israélo-palestinien, jusque dans la réalité de la post-colonisation, qui reste une colonisation culturelle et économique en Afrique, on ne comprend pas que ce choc des civilisations, c'est le nouvel habillage qui dit que d'un côté, il y a le progrès, et de l'autre côté, il y a la barbarie. D'un côté, il faut répandre nos valeurs, mais il faut résister à tous ceux qui s'y seraient opposés. Ça veut dire la montée de toutes les idéologies en Europe, comme avec Trump aux États-Unis, de tous ceux qui sont le danger, en fait. Ces immigrés ne sont pas des dangers uniquement parce qu'ils sont pauvres, ils sont des dangers parce qu'ils portent avec eux l'idéologie ou la civilisation qui n'a pas nos valeurs, qui n'a pas le respect des droits humains, qui n'est pas progressiste. Et donc, c'est de là que vient toute l'idée du grand remplacement. Mais quand vous entendez aujourd'hui Netanyahou dire en Israël, mais il faut que vous compreniez que nous sommes le premier rempart à ces gens qui vont venir chez vous et que ces gens-là, derrière leur modération, entre guillemets, il y a l'extrémisme et derrière l'extrémisme, il y a le radicalisme et derrière le radicalisme, il y a les terroristes et c'est de ceux-ci dont on se débarrasse aujourd'hui. Tout ceci est fondé sur la même approche, sur la même idée qu'en fait se joue au Moyen-Orient le centre ou l'épicentre de la fracture entre deux civilisations aujourd'hui majoritaires. On n'oublie pas la Chine, mais avec la Chine, on va rentrer dans une compétition dont on sait que sur le plan des valeurs, on ne les partage pas, mais la puissance économique est telle que la question des valeurs est secondaire. Quand on traite avec un moins fort, on mettra les valeurs pour l'étouffer. Quand on traite avec un plus fort, on gérera économiquement pour pouvoir survivre à sa puissance, parce qu'aujourd'hui, la Chine est devenue de plus en plus puissante sur le plan économique. Donc, je pense que de ce point de vue-là, je suis désolé, j'ai été un peu long, mais ça me paraît très, très important de mettre ce paysage-là parce que tous les conflits sont, à mon sens, et c'est peut-être là qu'il faudrait qu'on discute avec Jacob et avec toi, Eric, je pense que c'est à partir de cette grille-là que finalement, maintenant, il faut se rendre compte des enjeux internes à nos sociétés occidentales et des enjeux internationaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre que le principe de déshumanisation de l'autre est fondé sur un arrière-fond de conflits de civilisation dont l'une est une civilisation et l'autre ne sont pas civilisés, sont acivilisés encore. Je pense que ça, c'est très important. Jacob, une réaction? Oui, moi, ce que j'aimerais, c'est, comment dire, il faut absolument débunker, c'est pas le mot, mais je trouve pas encore le mot exact. Décrypter. Quand j'ai parlé tout à l'heure du cynisme occidental, ce que je veux dire, c'est que l'Occident qui a dominé le monde pendant ces 5 siècles, il a imposé pas seulement la force, à la limite, avant, il y avait la force aussi. Mais il y avait la force et après, il y avait des guerres et on signait des traités et on établissait des paix véritables ou en tout cas, il y avait un certain respect, etc. Bon. Et là, avec l'Occident, nous sommes entrés dans une ère de trahison, de mauvaise foi, de machiavélisme constant. Et je voudrais rappeler le mot d'Emmanuel Todd, il y a quelques jours, qui avait fait vraiment grand bruit, et moi je le comprends parfaitement,
et je voudrais le réinsérer dans mon raisonnement. Il avait dit que si l'Amérique s'effondrait, ça serait un très bon signe pour l'humanité. Quelque chose comme ça. Bon, Oui, oui. Pourquoi? Parce que il y en a marre de 5 siècles. C'est impossible de vivre. Comment dire, la communauté internationale est impossible. Regardez la difficulté qu'ont les Russes à signer un traité, ou les Chinois à signer, ou les Africains à signer un accord normal avec l'Occident. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont introduit l'Occident a introduit, et en même temps, son génie, c'est de l'avoir fait en se protégeant, en se disant nous avons des valeurs, etc. Mais ce sont des valeurs de saloperie, de mensonges, mais éhontés. Enfin, je veux dire, le double standard, le double langage. Et moi, j'aurais voulu, c'est ce que j'ai dit hier, je leur disais, vous savez, je m'adresse aux Maghrébins et aux Arabes et aux Palestiniens. Ne croyez jamais les Occidentaux. Mettez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Ce sont des salauds. Bon, pour ne pas utiliser d'autres termes. Donc, et moi, j'aurais voulu, à un moment donné, souffler, murmurer à l'oreille de Poutine, lui disant, écoutez, avec ces gens-là, on ne peut pas signer la paix. C'est impossible. Parce qu'ils vont signer un accord, ce que vous voulez. Ils l'ont fait à Minsk, ils ont fait des promesses en 90 sur l'OTAN, mais à la première occasion, ils vous trahiront et ils essaieront de vous briser. Donc, profitez de votre actuel, vous avez une certaine force pour briser définitivement. Et moi, c'est la notion que j'aurais voulu introduire, c'est que on peut pas, les règles sont faussées. On peut pas jouer. Bien sûr, on est obligé. Enfin, je veux dire, l'Amérique est là, l'Europe, etc. On peut pas faire autrement. Mais j'aurais voulu qu'on introduise cette idée chez les peuples qui sont confrontés à l'Occident, qu'ils soient russes ou africains ou d'Amérique latine, que on sait à qui on a affaire. Voilà. C'est-à-dire, je voudrais qu'on développe cette idée et leur dire, nous savons à qui nous avons affaire. Et vous ne nous roulerez plus dans la farine. Voilà. Alors, oui. Tu veux dire non, quelque chose? Non, vas-y, Tariq, vas-y. Non, je voulais juste réagir à deux choses, à deux points que vient de faire Jacob. Le premier point, c'est, tu dis, on est maintenant dans une situation où on est dans une ère de la mauvaise foi, du non-respect des principes. Moi, je ne pense pas que c'est une ère nouvelle. C'est une ère ancienne, c'est même notre histoire. Là, ce qui a changé sans doute, c'est sans doute comment dit-on, la réalité de son amplitude, des moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir le vivre. Attendez, parce que j'ai juste un petit problème ici. Je vais juste être sûr que ça fonctionne. Voilà. Donc, ce que je veux dire de ce point de vue, c'est effectivement c'est les modalités de cette ancienne réalité qui est une réalité d'exploitation, de mauvaise foi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'une certaine façon. Et tu as fait référence dans ton propos à Machiavel. Je pense que à un moment donné, quand dans le processus de sécularisation en Occident, on a voulu distinguer le religieux du politique, ce qui peut se comprendre dans l'idée qu'il ne faut pas que le dogme s'impose à la dynamique populaire. Il fallait comprendre la distinction entre ça n'est pas ni au pape, ni on est de droit divin élu ou choisi, mais le processus doit se faire par le bas. Ce sur quoi nous devons être d'accord là-dessus parce que c'est essentiel. Mais il ne fallait pas divorcer le politique de l'éthique. La pensée, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence, distinguer le religieux du politique en termes de
gestion de l'autorité, ça n'est pas la même chose que séparer le politique de l'éthique, parce que de toute façon, la nature a horreur du vide. Et si on enlève le religieux à côté du politique, c'est finalement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est l'économie qui est devenue de droit divin, c'est-à-dire que c'est l'économie qui gère le politique. Et aujourd'hui, on le voit tout le temps. Mais je ne vois pas quelque chose qui soit nouveau de ce point de vue-là. Le deuxième point que tu mets en évidence, Jacob, et qui me paraît quand même essentiel, et il faut le mettre en évidence, c'est que tu dis, j'ai envie de dire aux Arabes et aux Africains, ne croyez pas les Occidentaux et ne croyez rien de ce qu'ils vous disent ou de ce qu'ils vous promettent. Moi, je ferais très très attention de ce point de vue à une chose, parce que on pourrait de ce point de vue, je sais que c'est pas ce que tu dis, mais à l'entendre, on pourrait le comprendre ainsi, une fracture qui serait aussi civilisationnelle, à savoir, non, on ne doit pas croire l'Occident. Et moi, je pense que on ne doit pas croire les dirigeants occidentaux comme on ne doit pas croire aucun des dirigeants arabes et aucun des dirigeants africains. Le problème, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui ont le contrôle de l'économie. Ceux-là, ils ne sont ni fiables, ni de confiance, mais il faut faire attention qu'il ne faille pas dire tout l'Occident. Aujourd'hui, dans tout l'Occident, et en Occident, il y a de ce point de vue-là, effectivement, des femmes et des hommes qui vivent et qui sont les mêmes victimes, qui sont victimes de ces mêmes politiques, de ces mêmes mensonges, de ce même cynisme. Et c'est à mon sens là que, je vais même dire une chose, je pense que c'est pour ça que la présence de citoyens d'origine africaine, de citoyens de confession musulmane, qui se retrouvent avec des valeurs, avec des citoyens juifs, avec des citoyens chrétiens. C'est ça qui est le plus dangereux, c'est qu'ils brisent par leur présence les tentatives, enfin, ils mettent un terme, ils agissent contre la réalité des fractures qu'il y a entre les civilisations. Je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention à ça. Il faut véritablement qu'au niveau citoyen, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, on réussisse à baser nos relations sur des principes qui sont communs. La confiance, on la perd en ceux qui ont l'autorité et qui nous mentent, pas en nos concitoyens et qui vivent les mêmes situations de victimes à ces politiques-là. Je pense que c'est important qu'on se replace dans cette centralité éthique. Absolument. J'ai un écho qui vient de chez toi, Tariq, non? Je sais pas, je vais voir si c'est ça. Voilà, oui. Peut-être, oui. Je voudrais vous lire une déclaration de Dimitri Medvedev, qui me paraît bien plus virulent que Vladimir Poutine. Il dit, avec l'achèvement de la guerre hybride de l'Occident contre la Russie, notre pays pourrait pardonner aux pays faibles qui ont succombé à la pression des anglo-saxons et ont pris au moins une part passive dans la poubelle occidentale anti-russe, principalement un certain nombre de pays d'Asie et d'Amérique latine, ignorer les États-Unis, car tout est simple ici. Nous ne nous attendons pas à une amitié dans les 100 prochaines années et combattre avec l'Amérique coûterait cher. Un conflit direct dégénère évidemment en une guerre nucléaire mondiale. Punir l'Europe, ici, je dirais plus en détail, car le vieux monde actuel n'évoque en moi aucune émotion autre que le dégoût le plus profond. C'est l'Europe devenue une vieille femme méchante et folle qui est devenue le principal bastion de la russophobie dans le monde. C'est l'Europe menteuse qui est responsable de l'échec des négociations d'Istanbul. C'est une Europe sans cervelle qui a promu frénétiquement une campagne de sanctions médiocres qui a entraîné des pertes colossales pour ses citoyens. C'est l'Europe sanguinaire qui a nourri tous les démons les plus enragés de la guerre, quelles que soient les pertes des parties au conflit. C'est pourquoi l'Europe doit être punie par tous les moyens à notre disposition, politiques, économiques et toutes sortes de moyens hybrides.
C'est pourquoi nous devons aider tout processus destructeur en Europe. Vive les émeutiers agressifs dans ces rues historiques. Gloire aux foules de migrants qui commettent des atrocités et détruisent par la haine les brillantes valeurs européennes. Que tous les visages dégoûtants des bureaucrates européens disparaissent dans le courant des futures guerres civiles. Alors ça, c'est moi, je l'écris depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, morale et politique ne font pas bon ménage. Mais l'Occident l'a démontré à travers des actes innombrables. On va pas s'engager dans un cours d'histoire, mais si on remonte uniquement à la chute du mur de Berlin et à la chute de l'Union soviétique, où l'administration Reagan s'était engagée à ne pas développer l'OTAN au-delà des limites qui étaient en vigueur à l'époque, on comprend un peu la méfiance des Russes, et pas seulement la méfiance des Russes, de la plupart des pays qui ont affaire à l'Occident. Vous vous souvenez des accords de Minsk? Angela Merkel a déclaré dans un premier temps que ces accords avaient été signés pour permettre non pas la paix, mais permettre à l'Ukraine de s'organiser et de développer son armement. Déclaration qui a été aussi confirmée par le président Hollande, qui a dit les accords de Minsk n'ont pas eu d'autre utilité que de permettre à l'Ukraine de gagner du temps. Alors, moi qui suis un simple citoyen ordinaire, attaché au sens de la parole donnée, quand mon gouvernement signe ou se porte garant pour un accord qui engage la paix ou la guerre, j'aime mieux qu'il se comporte en homme d'honneur, si j'ose dire. Alors peut-être parce que je suis un vieux con attaché à des valeurs à l'ancienne, mais je considère que la signature d'un État doit avoir une valeur. Si la signature de cet État n'a aucune valeur, c'est le peuple entier qui en subit les conséquences. Parce que je veux faire juste une parenthèse. J'ai eu des discussions avec des amis brésiliens, des amis argentins, même des amis libanais qui disent mais vous les Français, vous êtes un peuple finalement sans beaucoup de moralité parce que vous êtes capable de voter pour un couple complètement improbable où on sait qu'il y a une relation malsaine, presque une relation de pédophilie. Vous acceptez les mouvements LGBT, vous acceptez l'enseignement de la sexualité dans vos écoles. Finalement, vous êtes une société en plein déclin. Moi, ça ne me fait pas plaisir qu'on m'assimile à Macron. Ça ne me fait pas plaisir qu'on dise le peuple français n'a pas le sens de la parole donnée. Vous voyez bien par qui ils sont gouvernés. Les Français n'ont aucune moralité. Vous voyez bien qu'ils enseignent la masturbation à leurs enfants. Ils font enseigner la masturbation et la sexualité à leurs enfants dans des écoles. Alors, évidemment, au-delà de l'aspect purement politique qui fait de nous, bloc occidental, finalement, le vrai cancer du monde, je l'ai écrit, les vrais terroristes du monde, c'est nous. C'est nous qui organisons les attentats sous faux drapeau. C'est nous qui essayons de diviser les peuples, en commençant par le nôtre. Par le nôtre, Jacob. Moi, je m'étonne que tu n'aies pas fait référence à la reprise de ce concept par les néoconservateurs américains, qui sont probablement, avec les néoconservateurs européens, les plus virulents sur ce sujet, sur le choc des civilisations qu'ils jugent inévitable, inéluctable. Mais quand on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, on comprend bien que aujourd'hui l'Amérique constitue pour Israël une assurance vie. L'intérêt des néoconservateurs,
c'est que l'Amérique reste la superpuissance parce qu'elle permet à Israël de se développer, de vivre en sécurité, je mets ça entre guillemets. En France, on a les mêmes qui reprennent le même concept. Est-ce que tu ne crois pas que ce choc des civilisations est surtout un concept porté par le sionisme international, parce que finalement, stratégiquement, ça fait les affaires d'Israël? Non, on ne peut pas tout mettre, même si il a le dos large, on ne peut pas tout mettre sur le dos du sionisme international. D'abord, parce qu'il est né il y a 50 ans. Enfin, je veux dire... le choc des civilisations a moins de 50 ans. Non, non, enfin, je veux dire, non. Le choc des civilisations, c'est-à-dire, pour moi, elle dure depuis 5 siècles. C'est-à-dire, il y a une civilisation qui a développé des moyens de production, des moyens de domination, des moyens militaires, des moyens technologiques extraordinaires, des moyens de transport, des armements et tout, et qui est partie à la conquête du monde. Et c'est pas le fait qu'il y ait des conquêtes, il y a toujours eu des conquêtes. Mais seulement, quand Hannibal conquérait un territoire, il disait pas « je vous apporte la démocratie ». Voilà. Il disait « bon, voilà, vous êtes mes serviteurs, vous allez payer un tribut et point barre ». Voilà. Alors que le drame avec l'Occident, c'est qu'il apporte la civilisation aux Indiens pour les massacrer, il signe des traités pour les massacrer, il dit aux Arabes, enfin, je ne vais pas refaire les discours, c'est ça. Et là, j'applaudis le texte de Medvedev. Intellectuellement et politiquement et idéologiquement, je suis de tout cœur avec lui. Et j'espère que ce n'est pas seulement un discours. Pour moi, en tout cas, j'espère que les peuples se diront, même s'ils sont obligés, c'est-à-dire je vois mal un Poutine, par exemple, je verrais mal, vraiment il me décevrait, enfin, en tout cas c'est anecdotique, mais il décevrait une bonne partie de son peuple et du monde s'il signait un accord en se disant avec l'Amérique je peux m'entendre. Non, parce que pour moi c'est quoi le traité qu'il devrait signer? Un Medvedev, voilà ce qu'il ferait. Il dirait aux Américains, ok, je signe un accord, mais en sous-main, il préparerait sa violation, sa destruction, etc. C'est-à-dire, il ferait exactement le jeu que les Occidentaux font depuis 5 siècles et que la Chine n'a pas eu l'occasion de faire, ni les Africains, etc. C'est ça la différence. Il y a toujours eu de la violence, des rapports de domination et de guerre. Mais je crois que c'est la première fois, avec cet Occident, imbu de ses valeurs, mais quelle démocratie, mais quelle liberté religieuse, alors que, enfin, je ne vais pas rappeler les massacres, les destructions de pays, etc. Et il tait regardez pas, combien il a tué à Madagascar en 48 ou 49? Des dizaines de milliers, par exemple. Et quand il y a un ennemi idéologique, le discours s'inverse, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour reprendre, je vais m'arrêter là parce que, bon, j'ai parlé, enfin, je crois que j'ai pas... Non, mais vas-y, Jacob, j'ai bien apprécié le mot et pourtant, ça lui a fait mal au cœur, Emmanuel Todd, de le dire, parce que c'est un anglo-saxon, dans le cœur et dans l'esprit. Il est façonné par l'esprit anglo-saxon. Il admire les anglo-saxons. Mais il n'en peut plus de leur, de leur cynisme, de leur mauvaise foi, etc. Et il dit que si le monde anglo-saxon s'effondrait, ça serait un bienfait pour l'humanité. C'est un peu, pour résumer, c'est dans ce sens-là que je voulais intervenir pour, disons, donner un peu plus d'épaisseur, enfin, si on veut, à cette idée-là, voilà. Tariq? Oui, encore une fois, on pourrait avoir des analyses qui soient différentes et différenciées concernant
la réalité des relations à la Russie ou d'autres politiques internationales. Mais moi, je reviens sur le thème qui est le nôtre. Et contrairement à ce que tu dis, Jacob, moi, je suis d'accord avec Eric sur un plan. C'est que l'exploitation de la notion du choc des civilisations est en directe ligne avec l'idéologie sioniste. C'est-à-dire qu'elle a été nourrie, c'est-à-dire le déplacement du centre de gravité entre ce qui était finalement les deux blocs et puis ce nouvel ennemi. Et moi, je l'ai dit depuis très très longtemps. Je dis la propagande islamophobe en Occident et qui dit finalement qu'il y a une séparation, que finalement, encore une fois, c'est pas nouveau, hein, Renan pensait que c'était difficile d'être musulman et civilisé. Je veux dire, le racisme savant, il date de très longtemps, on le connaît ça. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est effectivement cette exploitation aux fins du sionisme dans toutes ses composantes et dans toutes ses articulations en Occident, autour de cette notion du choc des civilisations. Il y a nous et il y a eux et nous en sommes les remparts. Ce qui veut dire que ce qui explique le rôle d'Israël au Moyen-Orient, c'est basé et c'est fondé sur ça. Et là-dessus, encore une fois, moi je suis complètement d'accord avec ça parce que ça nous retombe dessus d'une certaine façon. Et c'était une discussion qu'on avait eue à l'époque avec Warshawski qui mettait ça en évidence, qui disait il y a une fracture là et le centre de l'idéologie ou de la théorie ou de la théorisation du choc des civilisations, il se trouve dans le rôle joué par Israël au Moyen-Orient. Et donc par le sionisme qui met en évidence, et moi ça je crois, que sa conjugaison sur le plan de toutes les politiques nationales en Occident, elle est exactement liée à cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le positionnement de Trump, on ne peut pas comprendre le positionnement. Là, je parle, moi, de la théorie des civilisations. Maintenant, que certains gouvernements aient pu, d'une certaine façon, utiliser ces conséquences quand ils ont, à partir de 2001, été liés au terrorisme. Que par exemple, à un moment donné, on n'ait pu entendre en Russie que tous ceux qui étaient en Tchétchénie étaient des terroristes, ou qu'on ait pu entendre, même en Turquie, c'est-à-dire que tout à coup, tous ceux qui s'opposent à l'État il suffit qu'on dise terroristes et finalement on a compris qu'on avait le droit de tout faire, c'est-à-dire c'était plus des êtres humains, tout était permis, que ce soit les Kurdes ou que ce soit les opposants en Turquie, ou que ce soit les Ouïghours en Chine, ou que ce soit les Rohingyas en Birmanie, ou que ce soit finalement tout ce qu'on a entendu. Je veux dire, même au Rwanda, on entend Kagame dire que c'est les opposants, les gens qui lui sont opposés sont des terroristes. Donc là, l'usage de la terminologie terroriste n'est que la conséquence de quelque chose qui est en amont et qui joue un rôle quand même qui est particulièrement important. Et moi, j'avais écrit un texte en 2003 où je disais que à partir de ce qui s'est passé en 2001, et des attentats à New York ou aux États-Unis et ce qui s'est passé dans la fracture avec l'Afghanistan, avec l'Irak, j'avais utilisé la globalisation du syndrome israélien. C'est-à-dire qu'effectivement, tout à coup, derrière cette fracture-là, c'était plus simplement une autre civilisation qu'on avait. C'était l'expression de la violence et du terrorisme. Et finalement, en 2001, souvenez-vous, je veux dire, Sharon dit, au moment où les États-Unis se réveillent des attaques en 2001, il dit, maintenant l'Occident va savoir ce à quoi nous sommes confrontés en Israël. C'est-à-dire que c'est les mêmes terroristes, en fait, c'est la même logique. Et donc, tout à coup, on a, plus que vous, et puis écoutez, je veux dire, il est intervenu à la télévision française, Netanyahou, pour dire exactement ça, en disant, en faisant ce que nous faisons, c'est pas uniquement nous que nous protégeons, c'est vous. C'est vous. Vous, en France, on vous protège de ce que pourraient être ces gens-là. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est une exploitation extrêmement cynique, extrêmement malhonnête, très, très grave, qui nous touche tous, qui a à voir avec tous les pays sur le plan de leur réalité sociale.
On voit maintenant la fracture, on le sent en France, on le voit en Allemagne, on le voit en Italie, on le voit en Espagne, on le voit dans toute l'Europe et on le voit à plus forte raison avec ce qui est devenu le parti républicain aux États-Unis. Et moi, ce qui me paraît important, c'est pour ça que c'est important de connaître, de pouvoir identifier qui joue avec ça, qui est en train de manipuler ces concepts-là pour nous mettre dans une situation, parce qu'il faut absolument que la rupture, elle se fasse avec des peuples qui se rencontrent. Ce que vient de dire Eric est très important. Je ne veux pas être confondu avec mes gouvernants. Je ne veux pas être confondu avec tel pouvoir. Je ne veux ni en France, ni en Italie, je ne veux pas être confondu avec Trump. Moi, c'est ce que je disais quand j'avais été interdit pendant 6 ans d'entrer aux États-Unis. Je dis, mais être interdit d'entrer aux États-Unis sous Bush, mais c'est un honneur. Mais je sais que dans ce pays-là, eh bien, il y a des gens qui ont la même attitude. Il faut absolument qu'au niveau du peuple, des peuples, nous montrions que nous ne tomberons pas dans ce panneau-là, que nous n'accepterons pas ceci. Donc, moi, je pense que la ligne de démarcation, elle doit être nous versus les puissants et non pas nous versus l'autre. Nous versus, et c'est là qu'il faut trouver absolument en Occident. Et c'est ce qui vient de se passer dans le drame de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et en Palestine. Peut-être pour la première fois, avec cette amplitude-là, on voit des personnes qui se disent, attendez, là, c'est pas possible ce qui se passe. C'est-à-dire, nos gouvernements, par leur silence et par leur vente d'armes, sont complices d'un génocide que l'on voit en direct. Et là, c'est là-dessus qu'il faut qu'on construise entre les peuples et non plus entre les gouvernements, parce que finalement, je veux dire, attendez, regardez la trahison des États arabes, la trahison, tous, sans exception. Je veux dire, la Jordanie, elle a empêché, elle a empêché qu'il y ait des résistances possibles. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats, ils sont tous complices. Je veux dire, moi, je dirais aux Arabes, c'est pas simplement qu'il faut pas croire en ce que dit un occidental, il faut pas croire ce que dit un gouvernement occidental, il faut pas croire ce que dit un gouvernement des pays majoritairement arabes, non comme de la majorité des pays africains. À partir d'un certain moment, la fracture, elle est là. La fracture, elle est qu'en fait, nos politiques ont déserté l'éthique. Ils font de la politique sans morale et que nous, ce qui doit nous réunir, c'est une éthique pour résister à leur politique. Voilà ce qui, moi, me paraît déterminant comme processus qui nous engagerait ensemble. Absolument. Mais tu me permets de... Il pense que je suis un doux rêveur. Eh ben, on est deux alors. Si vous permettez, je vais vous raconter juste une illustration. J'ai vécu au Canada dans les années 70. À Montréal. Et je partageais un appartement avec un déserteur américain. Et j'habitais dans un quartier où il y avait énormément très rock, très marijuana, la révolte des universités, etc. Et c'est une époque extraordinaire. Enfin, vous savez, de 1971 à peu près à 1977. Bon. La révolte des universités, faites l'amour, pas la guerre. Il faut imaginer ce que cela a été. Eh bien, je vous assure que si à ce moment-là, on m'avait dit 3 ans après, il y aura Reagan et 10 ans après, il y aura Bush, je me serais flingué. Enfin, c'est une façon de parler. Tellement, c'est-à-dire qu'en fait, les peuples, bien sûr, vous savez, il y a eu les fronts populaires, il y a eu, après la Deuxième Guerre, il y a eu la réunion des partis qui ont fait, et tout. Il y a toujours eu, les peuples ont toujours essayé. En tout cas, certains courants, des courants anarchistes, des courants syndicalistes, des courants socialistes, des courants intellectuels. Juste pour vous rappeler qu'Octave Mirbeau, par exemple, en 1870, a mené des campagnes extraordinaires sur l'arnaque du vote, par exemple. Et donc, il n'a pas été suivi. Mai 68 a été une manifestation, pas seulement, les gens pensent que c'était des étudiants, mais il y avait des millions d'ouvriers qui ont refusé le système capitaliste, le travail à la chaîne, l'abrutissement, etc. Et donc, les peuples ont toujours, il y a toujours eu des mouvements. C'est pas nouveau. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'État a le dernier mot.
Voilà, pour toutes sortes de raisons, parce que il a la justice, il a la police, il a la violence, l'exercice de la violence légitime, etc. Et donc, quand l'État parfois peut lâcher du lest parce que le peuple il gronde, etc. Mais la raison d'un État, sa raison d'être, c'est de dominer, de contrôler. Et donc, quand il laisse des gens parler, manifester, écrire, il les laisse dans la mesure où ils ne remettent pas en question la structure globale. Voilà. Mais, et on l'a vu d'ailleurs enfin, récemment, enfin, en Europe, l'Europe, le cœur de la civilisation mondiale. Enfin, c'est vrai, il y a eu des combats pour les droits de l'homme, les droits de la presse, etc. Enfin, ce qui ont duré 2 siècles. Et tout ça s'est effondré lorsque l'État a décidé que maintenant, les intérêts qu'on défend ne permettent pas ce genre d'expression. Donc, l'État est une entité, je veux dire, qui n'en a rien à faire des valeurs qu'elle promeut ou qu'elle défend. Voilà. L'État est une institution, comment dire, sui generis, c'est-à-dire de par sa nature. L'État, et on ne peut pas gouverner sans État, malheureusement, enfin, en tout cas tel que le monde a évolué pendant les 2 ou 3 derniers siècles, l'État, de par sa nature, il est là pour contrôler et sortir le gros bâton lorsqu'il le faut. Voilà. Et quand il lâche du lest, et donc, bien sûr, je ne dis pas, c'est vrai que les gens, il y aura toujours des combats. Les gens se battront toujours. Vous savez, Albert Camus avait dit il y aura toujours un combat, même s'il y a un seul, jusqu'à ce qu'il y ait un seul survivant, parce que c'est dans la nature humaine de vouloir changer. Mais il est confronté à cet État tout-puissant qui a d'autres raisons, qui a d'autres raisons d'être. Et c'est ce combat, et malheureusement, enfin, à mon avis, enfin, je veux dire, il suffit de voir l'évolution des choses, c'est l'État qui gagne. Voilà. Mais si je peux me permettre là de réagir directement à ça, parce que moi je suis surpris de ce que tu dis, Jacob, parce que ce que j'ai toujours apprécié dans ton propos, c'est d'abord la lucidité quant aux faits et l'appréciation du principe de réalité. Donc tout ça, on est bien d'accord. Mais ça veut dire quoi au fond, si on suit ton raisonnement? L'État a toujours le dernier mot. Ça veut dire, au bout du compte, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est effectivement, il y a des mouvements populaires, il y a un réveil qui peut être un réveil humain ou un réveil citoyen, de gens, de femmes et d'hommes qui se rendent bien compte de ce qui est en train de se passer. On est dans une situation où tu as raison, les États contrôle, et il contrôle avec des institutions et des moyens qui sont amplifiés. C'est à la fois les médias, d'abord c'est l'économie, puis ensuite, après, je ne sais pas si c'est l'État qui contrôle ou si c'est l'économie qui fait contrôler l'État. Je dirais plutôt ça dans ce sens-là. C'est-à-dire des puissances économiques qui font que les États contrôlent. Ensuite, on contrôle par ces mêmes moyens économiques et politiques, on contrôle les médias. Puis ensuite, tous les systèmes institutionnels, juridiques ou de représentation, on est d'accord là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on en vient à se dire, au bout du compte, l'État contrôle et au-dessus de l'État, les forces économiques, et donc il contrôle les institutions, c'est finalement l'État qui gagne au bout du compte. Eh bien, ça veut dire que les forces populaires, c'est-à-dire les forces de résistance, elles ne sont que des manifestations historiques d'une résistance, mais qu'au bout du compte, il n'y a rien à espérer de cela. Donc, je vois dans le principe de réalité, dans l'observation objective des faits, un principe assez pessimiste sur les raisons de l'engagement. Parce que tu as raison, il y a la raison d'État qui est toujours finalement au bout du compte supérieure en tant qu'elle est la traduction des raisons des forces économiques au pouvoir. Mais moi, je ne peux pas être d'accord avec la conclusion. Autant je ne peux pas ne pas reconnaître objectivement
que des gens ont été opprimés, que des gens ont été, qu'il y a eu des défaites historiques. Mais combien de victoires? Combien par rapport même à des résistances sur des processus de colonisation, sur des processus de racisme, sur des processus... Je veux dire, l'histoire n'est pas faite que de la défaite des peuples et de la victoire des États ou des forces économiques. Ça, à mon sens, c'est finalement développer une pensée qui coupe l'énergie vitale et l'énergie humaine. Et moi, je pense même, je vais même te dire une chose, Jacob, au nom même de ma foi, si dans toutes les circonstances historiques, l'État avait toujours gagné au nom des forces économiques, il faudrait continuer à développer un discours qui dise au peuple: vous ne devez à aucun moment cesser de résister, parce qu'il en est de la responsabilité humaine. Mais je dirais ceci, et j'ajoute en plus dans ma lecture de l'histoire, qui est un principe de réalité autant que le tien en fait, que les peuples ont souvent gagné, que l'espoir et la foi aussi, qu'on peut avoir en Dieu ou qu'on peut avoir en l'homme, elle a gagné. Et que même si dans le résultat strictement politique, on peut être désespéré de voir les forces à l'œuvre, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est désespérant. Je veux dire, toutes les décisions qui ont été prises, je veux dire, on peut faire ce que l'on veut, ce que l'on veut. Le premier ministre israélien, il fait ce qu'il veut. Là, aujourd'hui, ils viennent de finir le dernier hôpital au nord de Gaza. Il prend le médecin en chef et il le déshabille et lui font un interrogatoire dont on est pratiquement sûr qu'il se traduira par de la torture. Je veux dire qu'à partir de ça, évidemment que c'est désespérant dans les faits. Moi, je continue à penser que le peuple palestinien, il n'est ni mort ni vaincu. Ni mort ni vaincu. Et que non, je ne pense pas que l'État israélien sortira vainqueur de cela. Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'État gagne toujours. Je pense même que c'est la défaite de cet État qui est aujourd'hui, malgré toutes les apparences, à l'œuvre. Alors encore une fois, je ne sais pas comment tu réagis à ça. Tu penses encore c'est un doux rêve? Je suis désolé de m'être mal exprimé. Voilà. D'ailleurs, la preuve, malgré mon pessimisme, je milite à ma manière. Voilà. Ça fait des années que je milite. C'est pour ça que ça m'interrogeait. Non, donc j'y crois. Non, la question n'est pas là. C'est que si je fais une analyse réaliste des choses, je me rends compte que, voilà, souvent, enfin, parfois, je dis, quand j'arrive à ce genre de conclusion, et je le dis parfois dans une vidéo, je dis que ça ne nous empêche pas de se battre, parce que d'abord, le combat est inhérent à l'homme. L'homme a besoin de justice, l'homme a besoin de faire avancer ses idées. Et il y a eu des combats, de tout temps, il y a eu des combats et on ne peut pas les empêcher. Et c'est pas parce que l'État gagne que il faut pas se battre. Bien sûr, il y a eu des combats qui ont abouti, etc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, enfin bon, ça m'est sorti comme ça, mais je ne la retire pas, et ça n'empêche pas que je m'engage parfois même, et d'autres s'engagent, parfois à mes détriments, etc. Mais c'est un fait, et d'ailleurs, j'ai été surpris avec les dernières crises en Europe, par exemple. Je me dis, et c'est là où les 4 dernières années à peu près, avec ce qui s'est passé, où je me dis, c'est incroyable, tout ce qu'on a bâti, ce pourquoi on s'est battu pendant ces 2 derniers siècles, les Lumières, la liberté, etc., s'effondre d'un coup comme ça, d'une pichenette. Et c'est là, c'est vrai que quand je fais une analyse, enfin, comment dire, sur le long terme, ou bien sur ce qui se passe aujourd'hui, je me dis que l'État, malgré tout, il arrive à imposer. Bien sûr, des fois, il lâche du lest parce que voilà, le Front populaire, etc., etc. Mais il déclare une guerre et puis hop, il fait tomber enfin bon, ça veut dire l'État a des moyens considérables et surtout, comme j'ai dit, l'État il a une idéologie. L'État n'est pas ce que les hommes en font. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, regarde, comment ça se fait que Mitterrand
il était socialisant, il a écrit le coup d'État permanent, etc. Et puis il s'est coulé dans cette cinquième République parce que l'État transforme l'individu. Vous savez, la fameuse histoire de Beckett, etc. Bon, l'État transforme l'individu. Et donc, l'État, de par sa nature même, il veut contrôler, etc. Et quand il sent une menace ou quand certains intérêts sont en jeu, etc., ce qu'on a vu ces 4 dernières années, c'est manifeste, eh ben, il balaye. Regardez par exemple l'élection en Roumanie. Aujourd'hui, l'Europe a décidé, l'Union européenne a décidé de constituer une espèce un truc de conformité démocratique, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une élection qui ne répond pas aux critères européens, on pourrait l'annuler, etc. Et donc, et ça, enfin, ça passe. C'est-à-dire, voilà, lorsque l'État est acculé, et même le vote, vous savez, vous vous rappelez, l'Union européenne a fait voter 3 ou 4 fois le peuple danois, le peuple irlandais, parce qu'ils votaient non. Et on lui disait, tu revotes. Et donc, en fait, c'est ça la puissance de l'État. L'État, bien sûr, il y a l'action populaire, mais finalement, l'État est trop puissant, il a trop et puis il obéit, l'État, il n'est pas là pour défendre le peuple. Voilà. Moi, je crois pas. L'État, il est là pour obéir à ceux qui lui donnent des ordres. Et donc, à ceux qui sont en haut. La populace pour l'État, c'est bon, la limite, on peut faire une guerre et puis envoyer la soldatesque se faire massacrer. Et malheureusement, enfin, c'est un peu le schéma qui se répète et se perpétue. Voilà, j'ai pas du tout voulu, loin de moi l'idée d'ailleurs, enfin, je sais pas, avec ne serait-ce que mon exemple, enfin, en tout cas personnellement, voilà, je fais tout ce que je peux, enfin bon, voilà. Et donc, si vraiment je croyais pas au combat, j'irais pêcher à la ligne tous les jours. Bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, il y a des mots que tu utilises qui, moi, me font peur. L'État est là pour contrôler. L'État n'est pas là pour contrôler. Il est là pour assurer à son peuple le bien-être, la paix, le calme, la prospérité. C'est ça la responsabilité là. C'est ce qu'on raconte aux étudiants de première année en droit constitutionnel. Oui, non, mais bon, moi je suis resté un vieil idéaliste, hein, donc j'espère faire ma part pour laisser ce monde en meilleur état que je ne l'ai trouvé. Je fais un lien avec une conférence que Elon Musk a accordée à un groupe d'investisseurs dans le monde arabe en duplex. Et on lui demandait comment vous voyez l'avenir au niveau de la robotique. Et il expliquait que dans moins de 15 ans, il y aura plus de robots sur Terre que d'êtres humains. Et moi, ça a fait sonner l'alarme dans ma tête. Parce qu'effectivement, s'ils sont capables de produire 10 milliards de robots, c'est pour nous contrôler, comme tu dis, pour nous obliger à obéir. Et ce monde-là est effrayant. Donc, moi, je crois à la sagesse des peuples. Je crois à leur capacité de sursaut, parce qu'aucun peuple ne peut accepter un gouvernement criminel, un gouvernement qui triche, un gouvernement qui ment, un gouvernement qui manipule, un gouvernement qui aurait, paraît-il, des raisons d'État que les peuples ne peuvent pas comprendre. Tariq expliquait tout à l'heure qu'au fond, nos gouvernements sont là, non pas au service des peuples, mais au service de la puissance économique, de la puissance financière. Ça veut dire que les vrais chefs d'État, ce ne sont pas nos présidents, nos gouvernements, nos députés, mais ceux qui leur donnent des ordres au-dessus,
Bon, ben, il faut nous dire dans quel monde on vit. Si c'est ça qu'on appelle une démocratie, on est victime d'une arnaque. Si les vrais gouvernants sont au-dessus de ceux pour qui on vote, c'est que les dés sont pipés et que donc il va falloir remettre de l'ordre dans la maison. Et c'est cet espoir-là que j'ai, moi. Parce que aujourd'hui, il est devenu clair pour tout le monde, à travers l'opération Covid et la campagne d'injection, que les gouvernements ne nous veulent pas du bien. Si des gouvernements sont capables de se rendre complices d'un crime contre l'humanité vaccinale, la rupture est consommée. On ne peut plus faire confiance à ces gens. Des gens qui sont capables de tuer leur propre peuple en leur faisant croire que c'est pour leur bien, ça mérite au moins un Nuremberg 2. Là, à travers ce qui se passe à Gaza, on voit un État condamné par 229 résolutions de l'ONU, un État qu'on qualifierait légitimement d'État voyou, d'État terroriste. On voit le monde occidental lui apporter son soutien politique, médiatique, des armes, et on entend des anciens premiers ministres comme Manuel Valls nous expliquer que Israël, condamné par 229 résolutions de l'ONU, je veux dire, le casier judiciaire d'Israël est plus que chargé. Et on a un premier ministre qui vient nous expliquer que Israël se bat pour nous et que si Israël tombe, nous tombons. Alors, soit on nous prend pour des imbéciles, soit les gens qui prétendent avoir ce peu de pouvoir qu'ils ont sont vraiment eux. Ce sont vraiment eux, les imbéciles. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement responsable puisse soutenir un État multi-condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je ne peux pas comprendre qu'on s'offusque que Netanyahou ait été mis en cause par la justice internationale au même titre qu'un dirigeant du Hamas et que le monde occidental s'offusque et choqué par le fait que le premier ministre d'un État soi-disant démocratique figure au même niveau qu'un terroriste. On en est là. En fait, on nous oblige, les médias nous obligent à accepter les bourreaux comme des gens admirables et les victimes comme des gens condamnables. Ce monde-là, il est inacceptable, Jacob. Il est inacceptable pour moi, mais il est inacceptable pour n'importe quel être humain normalement constitué. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et moi, je te le dis, jusqu'à ma mort, je continuerai à m'opposer à ce système injuste parce que je le comprends. Pourquoi on essaye de nous diviser? Je comprends pourquoi on essaye de diviser la société française en poussant les Français à entrer dans une guerre civile contre les musulmans. Ça sert des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et on arrive à voir la véritable motivation des tireurs de ficelles. Et je sais que les médias mainstream ne vont pas contribuer à essayer d'alerter les citoyens, d'alerter les gens qui réfléchissent un peu. Au contraire, on va essayer de les maintenir dans une espèce de brouillard intellectuel pour qu'ils ne comprennent jamais ce qui se passe. Ce monde est insupportable et je ne voudrais pas quitter cette vie avant d'avoir fait ma part pour le rendre un peu plus supportable. Donc l'idée que l'État est là pour contrôler est un argument qui me fait dresser les poils sur la peau. Je ne peux pas accepter l'idée que l'État soit là pour me contrôler. Parce qu'effectivement, comme dit Musk, dans 10 ans, 15 ans, on aura 10 milliards de robots avec l'intelligence artificielle et ce seront eux
qui décideront de nos vies. Chacun de nous, si on est toujours vivant, s'il y a toujours 10 millions d'êtres humains sur la Terre, aura un robot pour veiller à ce qu'il fasse ce que l'État ou le gouvernement mondial aura décidé. Si je peux juste dire une chose dans la discussion que vous avez là maintenant, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que le fait de ce que tu rappelles, Eric, à savoir que l'État devrait, et c'est ce qu'on nous enseigne dans les manuels des bons sentiments et des réalités idéales, à savoir que l'État, il est destiné à permettre le gouvernement, la bonne gouvernance et donc la gestion d'un pouvoir qui lui est délégué par les peuples, qui devrait l'être dans la transparence, pour gérer institutionnellement la vie de la collectivité, lui pourvoir à son bien, aux besoins élémentaires et à sa sécurité. Tout ça, c'est le discours théorique. Et c'est un discours sur lequel, en fait, c'est même pas, je dirais même pas que c'est un discours théorique. La façon dont toi tu l'as traduit, c'est un discours qui est fondé sur des principes sur lesquels il faut qu'on soit d'accord dans ce que devrait être l'institution étatique. Ce que dit Jacob ne s'oppose pas à l'idéalité, il regarde les faits. Et les faits aujourd'hui, c'est que l'État-nation, il est destiné, et son rôle n'a jamais été le bien des peuples ou pas prioritairement le bien des peuples, ou ce qui est la réalité de l'État dans l'État-nation, c'est le contrôle de la nation au nom d'intérêts supérieurs qui ne sont pas ceux de la nation, mais là-dessus on est d'accord. Et donc, ce que vous dites ne s'oppose pas. J'ai pas entendu dans Jacob le fait de dire que le rôle de l'État, c'est ça. C'est objectivement, quand on regarde les États aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils font un contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, les dernières décennies, à l'ère de ce qu'on appelle la globalisation? La globalisation économique et financière a enlevé le voile sur la réalité de la structure de contrôle des États. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le fait que l'économie fait fi des frontières, que la finance fait fi des frontières, que les intérêts soient transversaux, montre que finalement, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, les États sont devenus des institutions de contrôle. Et que ce qu'elles étaient auparavant, de façon un tout petit peu différente, devient aujourd'hui absolument évident par la puissance de la globalisation financière et des deux globalisations, à savoir la globalisation financière et la globalisation des communications. La globalisation jusqu'aux réseaux sociaux qui sont toujours sous contrôle et on nous enregistre de façon et on sait ce que l'on dit et à répétition, on sait tout ça. On sait que tout ceci, que même les réseaux sociaux présentés comme des espaces de liberté sont des espaces de contrôle, de contrôle tellement important que ce sont des espaces de surveillance et des espaces qui sont maintenant devenus prédictifs, c'est-à-dire non pas simplement ils nous vendent de la publicité, ils arrivent à orienter ce qui va être notre désir de demain. Tout ça, on le sait. Zuboff, dans son livre « Le capitalisme de surveillance », a bien analysé tout ça et de façon très approfondie. Tout ça, on le sait. Donc, dans vos deux positions, c'est un est ce que ce devrait être en principe et c'est ce que c'est en réalité. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est que entre ce que c'est qu'en réalité et encore une fois, ce qui vient de se révéler de façon, je veux dire que 80, je dis un chiffre comme ceci, mais je pense que 80% de la population éveillée sent bien qu'il y a de la manipulation. Ils ne font plus confiance aux politiques. Quand on dit qu'ils font plus confiance aux politiques, nous on pense, oui, ils font plus confiance à ceux qui veulent être élus. Non, ils ne font plus confiance à ceux qui sont censés représenter l'institution étatique, c'est-à-dire ceux qui vont être dans la gouvernance. Ils leur font plus confiance. Ils ont compris qu'on leur mentait. Ils font plus confiance aux médias. Et ils vont sur les réseaux sociaux sans se rendre compte que les réseaux sociaux, c'est aussi pipé dans les grandes lignes. Je veux dire que là, par exemple, la BBC vient de montrer que sur la question palestinienne, Facebook a fait passer de 70% les taux de diffusion
à 15%, c'est-à-dire que véritablement, ils contrôlent même tout ce qui se dit sur la Palestine, ils ferment des comptes, ils empêchent les notifications, etc. Tout ça, on le sait. Donc, une fois qu'on a tout ceci, et moi, c'était ceci dans un petit livret que je viens d'écrire qui s'appelle Levez-vous. Moi, ce qui m'intéressait, c'est exactement cela. C'est-à-dire, nous sommes entre la réalité d'un État qui contrôle et d'un État d'une réalité de la surveillance, avec des intérêts économiques. Et à côté de ceci, ce que toi tu dis et qui est vrai à mon sens, et qui se traduit d'ailleurs par l'engagement de Jacob qui dit, moi j'ai jamais arrêté de me battre, je fais que ça en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à partir d'un certain moment, c'est en face d'une idéologie qui est en train de dire, toi Eric, chrétien occidental, toi Jacob de tradition juive occidentale et en même temps rationaliste ou moins musulman, en fait entre nous il y a une fracture, entre nous il y a le conflit des civilisations, et notre réponse à ça c'est comment est-ce qu'on construit un discours qui, et c'est pour ça que pour moi c'est très important, un discours qui soit pas idéaliste. C'est pour ça que moi, je partirais de ce que dit Jacob en disant, à partir du principe de réalité, d'État qui contrôle et d'économie qui manipule, comment nous, est-ce qu'on fait au niveau du sentiment populaire, au niveau des gens qui sont de différentes traditions, de différentes foi, de différentes cultures, de différents statuts sociaux, comment est-ce qu'on construit une approche, un récit commun qui puisse être la contre-offensive à celui qui nous impose le conflit, le clash ou le choc des civilisations. Je dis ça pourquoi? Moi, pendant des années, et je vous donne ça comme un élément d'expression parce qu'à un moment donné, on se pose des questions sur, au bout du compte, qui sont nos alliés dans ça? Est-ce qu'on est jusqu'au bout des frères et des sœurs en humanité, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut se méfier les uns des autres? C'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je me suis engagé avec des mouvements de gauche. Et à un moment donné, effectivement, dans les principes, la décolonisation, les mouvements populaires et tout ceci, je me suis bien rendu compte que sur le plan des valeurs, on n'est pas d'accord, sur le plan de la foi, on n'est pas d'accord, que pour eux, pour être progressiste sur le plan social, il faut être areligieux sur le plan philosophique, il faut s'opposer, c'est-à-dire que l'un ne va pas avec l'autre. Et quand vous voyez ceci, vous dites, mais au bout du compte, jusqu'à où on va aller ensemble? C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, est-ce que quand on est dans un discours contre l'islamophobie, par exemple, jusqu'à où vous irez avec nous? Est-ce que c'est simplement que vous êtes contre le racisme, ou est-ce que vous donnez une légitimité à ma parole de foi? Parce que ça, c'est très important, parce que vous soyez avec moi contre la discrimination, mais que vous ne me souteniez pas dans l'expression de ma foi, ça pose un problème, en fait. La confiance, elle peut pas s'établir. Même si on est dans le désaccord, laissez aux uns leur foi, laissez aux uns leur pratique, et battons-nous sur les... Là, on a une équation entre les différents courants de la pensée politique en Occident, pour parler de là où on est maintenant, qui est une équation qu'on n'a pas résolue, à mon sens. Et c'est ça qui me paraît être, il faut résoudre cette équation pour résister à cette théorie du choc des civilisations, sinon on n'y arrive pas. Moi, je ne suis pas en désaccord avec Jacob, bien au contraire. Jacob, c'est le respect que je lui témoigne depuis des années. Ce qui me gêne un peu, c'est un peu ce côté fataliste en disant, bah oui, on est dans un État qui contrôle et c'est comme ça. Vas-y, Jacob, tu voulais dire quelque chose. Et la question du comment. Et là, c'est là où elle est délicate, voilà. Parce que d'abord, nous sommes des individus avec des histoires différentes, avec des objectifs. Non, l'objectif, c'est-à-dire, nous avons plus ou moins le même idéal ou le même objectif, voilà. Mais les moyens pour y arriver divergent. Parce que c'est une question d'organisation, de compatibilité, d'emploi du temps, d'ego, je sais pas, de coordination. Et
et moi, c'est ça qui, enfin, je veux dire, moi personnellement, je, ça me paraît difficile. Regardez par exemple le souverainisme en France. C'est une idée qui a beaucoup de partisans. Euh, D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en 2005, il y a eu 55% qui ont voté contre un traité européen. Et malheureusement, elle est représentée par non seulement deux ou trois partis politiques au sens propre du terme, mais par des associations diverses, par des individus, etc. On peut se poser la question, mais enfin, pourquoi vous entendez pas? Voilà, par exemple, c'est simple, puisque vous avez le même objectif pour y arriver, etc. Et là, on retombe, à mon avis, il faut admettre, comme tout à l'heure j'avais dit, enfin, j'ai dit certaines choses sur l'État, il faut dire certaines choses sur la nature humaine. Voilà, il y a des individus qui même s'ils peuvent s'entendre sur certaines choses, ils ne cohabitent pas nécessairement, ils ne s'entendent pas nécessairement sur la manière d'y arriver, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Voilà. Et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la réalité est là qui nous le montre. Alors, à ce moment-là, moi je dis, ben voilà, vous savez, comme Mao Tse-tung avait dit que 100 fleurs fleurissent, quelque chose comme ça, enfin bon, j'ai oublié le terme exact, ça veut dire que, en fait, eh ben, l'individu, c'est vrai que a besoin de cette, je ne sais pas s'il a besoin en tout cas. Ce qu'il y a, c'est que quand on analyse une société à n'importe quel, à partir du moment, je sais pas, on prend par exemple le XVIIe siècle, où il y avait Racine, La Fontaine, Corneille, etc. Mais il y avait beaucoup de gens qui avaient des idées, pas contre la monarchie, mais pour une forme de liberté, etc. Mais même à l'époque, c'est pas qu'on se tuerait dans les pattes, mais voilà, chacun avait sa vision, etc. Et donc, il faut pas perdre de vue cette diversité de l'esprit humain et de sa nature, voilà, et de son comportement. C'est-à-dire, il faut accepter l'idée, à mon avis, hein, si on veut vraiment faire quelque chose, c'est-à-dire, on peut se rejoindre sur un truc, une vidéo, etc., une participation, et puis peut-être, voilà, mais en même temps, comment dire, rêver, enfin voilà, rêver, enfin, peut-être le terme n'est pas parce que ça donne l'idée que on se fait des idées, etc. Mais disons avoir comme objectif de regrouper les gens dans un objectif commun, etc. Moi, à mon avis, ça risque d'apporter des désillusions parce que l'humain, enfin, moi, je le vois sur la réalité. Je fais pas des analyses sociologiques, anthropologiques, etc. Je le vois dans la réalité, dans le quotidien. Voilà comment ça marche. Et donc, il faut accepter l'idée, à mon avis, que, ben voilà, il y a une diversité. Mais cette diversité, on peut l'utiliser comme une richesse pour aller vers l'objectif commun sans nécessairement tracer des cadres enfin rigides, etc. Voilà, il faut accepter l'idée que les gens sont différents, s'expriment différemment, réagissent différemment, se battent différemment, etc. Voilà. Oui, bien, on pourrait aussi dire que les êtres humains ont quand même plus en commun que d'éléments qui les opposent. J'avais eu cette discussion avec Marion Sigaud et Valérie Bugeaud dans une émission il y a 3-4 ans, où je leur disais, écoutez, c'est quand même incroyable, on vit dans un pays régi par 533 000 lois et décrets, et on dit aux gens, nul n'est censé ignorer la loi. On mesure l'absurdité de ça. Le meilleur des avocats ne connaîtra jamais 533 000 lois et décrets par cœur. Et moi, comme je suis un croyant, un chrétien primaire, je dis au fond, on a 10 lois qui sont communes à l'ensemble de l'humanité parce qu'elles sont gravées dans nos cœurs et dans nos consciences.
Et je disais, au fond, si on voulait changer le monde, il nous suffirait de mettre en application, au lieu de 533 000 lois et décrets, les 10 commandements de Moïse. Ça te fait sourire, Jacob. Et pourtant, je pense sincèrement ce que je viens de te dire. Je crois que le monde serait meilleur si on se mettait tous d'accord autour de ces 10 commandements-là, en disant, écoutez, si on respecte tous ces 10 lois-là, on n'a plus besoin de gouvernement d'escrocs. Tu veux répondre, Tariq, ou non, vas-y, seulement, je réagirai après. Vas-y. Non, Eric, tu vois, idéalement parlant, je te comprends, tu as raison. Mais voilà, quand Moïse a apporté l'étape de la loi, est-ce que son peuple les a acceptés? Pas du tout. Donc en fait, voilà, pourtant il leur a apporté la vie, la cohésion, respecter. C'est ça. Ce que je veux dire, bon, enfin, je vais pas me. Si, dis-le, dis-le, Jacob. Non, si je souris, c'est pas parce que ça me paraît naïf ou illusoire, mais c'est que il y a une réalité de l'humain, voilà, qui est, je répète, dans sa diversité. Il y a qu'à voir. On a pas mal d'objectifs communs, si vous voulez, aujourd'hui en France, entre plein de gens de bonne volonté. D'accord? Voilà. Sur le plan de l'indépendance du pays, de l'égalité, une forme de souveraineté, une forme de pacifisme, une nécessité comment dire, de clarté et d'honnêteté dans l'information, etc. Donc, on est plusieurs à vouloir ces idéaux, qu'on peut résumer en 10 idéaux, si tu veux, pour reprendre l'image d'étape de la loi. D'accord, bon, très bien. Mais très bien, cela étant dit, mais comment la réalité ne le permet pas. Voilà. Il suffit pas de dire, mais voilà, c'est simple, il suffit de se réunir, etc. Certes, mais cela ne se fait pas. Donc, il faut admettre, il faut reconnaître que ça ne veut pas dire que l'appel n'a pas son utilité ni sa pertinence, d'accord, voilà. Mais il fait partie de ces nombreux appels qui apparaissent, qui jaillissent ici ou là pour réunir ces gens de bonne volonté, voilà. Et ce que je veux dire, moi, je ne crois pas. C'est pas parce que intellectuellement parlant, c'est juste parce que je regarde la réalité au quotidien, voilà. Je regarde ce qui se passe et je me rends compte que c'est presque impossible de mettre les gens pas d'accord. On est d'accord sur les grandes directions, mais on n'est pas d'accord sur la manière de s'organiser et d'y arriver ensemble. Voilà. J'aimerais, oui, parce que ça, c'est une discussion qui est capitale. J'ai juste une question, une incise à te poser, comme une question à te poser, Jacob. Quel est ton positionnement par rapport aux 10 commandements, aux 10 lois auxquelles se réfère, ou aux 10 références auxquelles se réfère? C'est ta position et la position d'un rationaliste ou d'un croyant? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas croyant. J'ai réglé cette histoire à 17-18 ans. Et pour des raisons idiotes un peu. C'est-à-dire, au Mela de Meknès, dans les années 40-50, j'ai vécu dans une société très répressive au niveau religieux. C'est-à-dire, on était une communauté fermée, alors dans la famille, dans la communauté, etc. Et moi, à 17 ans, je découvre Voltaire au lycée, et je me dis, mais c'est magnifique, et donc je déchire tout. Voilà. Et j'ai eu une réaction absolument violente et démesurée, et je l'admets, voilà. Et donc, mais
voilà, j'ai une forme d'incroyance que j'ai héritée de cet âge-là, avec une forme de virulence même. Voilà. Et donc, parce que j'ai beaucoup étudié et j'étais là-dedans. Maintenant, d'un point de vue rationnel, les 10 commandements font partie, à mon avis, de ce que l'esprit humain a tenté de construire depuis qu'il a eu une conscience. Voilà. Et on a vu ça chez les Grecs, les Perses, etc., leurs philosophes. Et donc, les 10 commandements, c'est un bon résumé de ce que ça peut être, même s'il y a 2 ou 3 trucs sur la religion. Ça veut dire il y a 6 ou 7 qui sont de point de vue qui peuvent s'appliquer à tout le monde, mais il y a 2 ou 3 ou 4, enfin je me souviens plus, qui sont spécifiques à la religion juive. Par exemple, le Shabbat, par exemple. Et donc, mais c'est un c'est un bon résumé de ce que l'esprit humain court après ça de manière presque pas désespérée, mais il a envie d'arriver à cet esprit, ce climat de justice, ce rapport de sincérité, d'honnêteté, etc. Et ça, et les 10 commandements en sont une des expressions les plus brillantes et les plus, parce qu'elles sont courtes et bien senties, voilà. Alors, pourquoi je te pose cette question? Ta réponse, oui, elle est capitale pour moi. Et elle est capitale même dans la référence que vient d'en faire également Eric. Parce que je pense que c'est exactement là où nous devons trouver, parce que pour moi, c'est véritablement là que se situe le fait de se libérer intellectuellement et culturellement d'un potentiel choc des civilisations et des institutions qui nous contrôlent. Et pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit la référence juive, mais en même temps rationaliste, parce qu'effectivement, tu y viens par la raison à ces valeurs, en disant rationnellement, je comprends ce qu'elles disent et je trouve qu'elles sont l'expression de valeurs que rationnellement on peut comprendre. Et Eric, comme moi, de ce point de vue-là, on y arrive par la foi, c'est-à-dire la croyance en Dieu. Là où c'est capital pour nous, là où c'est capital, et c'est justement ça que je disais tout à l'heure, et toi tu t'es intervenu en disant il ne faut pas enfermer les gens dans des possibles carcans, il faut laisser la diversité des cheminements s'exprimer. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais je pense que effectivement, à l'origine, comme sur la question des finalités, nous avons un socle qui est d'une solidité extraordinaire. C'est encore, et les médias, et ceux qui nous contrôlent, qui nous font penser que sur le vêtement rituel ou sur le vêtement de nos appartenances religieuses, on ne peut pas se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Et là, je pense que justement, nous, il faut qu'on brise cette manipulation de cette opposition en disant, et en se mettant d'accord sur un certain nombre de principes. Et là, ce que je dirais, et ça vient aussi de ma discussion que j'avais eue avec quelqu'un qui était dans la même position de tradition juive, agnostique, Edgar Morin, et dans la discussion que j'avais avec lui, parce que j'avais lu son ouvrage qui était très très intéressant, qui s'appelle La Voix, son ouvrage de synthèse, je lui disais, il y a 2 espaces sur lesquels il faut que nous nous retrouvions. Non pas simplement sur les 10 commandements ou sur des principes fondateurs, je pense que ça c'est essentiel et on peut être d'accord là-dessus. Alors toi tu mets en évidence, parmi ces 10 commandements, il y a des choses qui sont liées à la religion proprement dite, le rituel, mais si on extrait de ceci un certain nombre de principes sur la question, évidemment il y a Dieu pour le croyant, mais il y a l'humanité pour celui qui n'y croit pas, et il y a l'égalité de la dignité, et il y a le fait de ne pas tuer, il y a le fait de respecter la vie, etc. Tout ça, ce sont des fondements, et puis avec le principe de justice, quelle que soit la couleur, quel que soit le genre, etc. Là-dessus, on peut être d'accord. Et c'est essentiel qu'on puisse répondre à ceux qui sont dans le contrôle par le pouvoir et par les intérêts économiques en disant nous, on vous répond par une somme de valeurs sur lesquelles nous sommes d'accord et non pas des intérêts sur lesquels on se dispute. Ça, c'est quand même essentiel.
Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que ce sur quoi nous devons aussi nous mettre d'accord, c'est pas uniquement les principes sur lesquels nous nous fondons, c'est les finalités que nous avons comme objectif. Et ça, c'est essentiel parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le principe de justice ou la finalité, c'est-à-dire de donner un sens à l'agir humain, non pas simplement avec un principe idéalisé, mais une finalité vers laquelle on va. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que, par exemple, on peut avoir un principe de justice qui fonderait, par exemple, l'école pour tous, mais il faut que la finalité de l'école, elle soit la formation d'une femme et d'un homme libres, avec un engagement pour la dignité. C'est-à-dire qu'il faut que nous discutions des finalités. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'économie n'a pour finalité que le profit. Et il faut, alors on pourrait dire qu'elle a le principe de la liberté du marché, mais si on discute pas de la finalité, on a idéalisé les principes et on n'a pas questionné leur mise en pratique par les finalités. Et je pense que dans nos discours, dans notre engagement, ce qui nous unit là, parce que ce qui, moi, m'unit, et je le sens immédiatement, peut-être même plus qu'avec certains de mes co-religionnaires qui sont en soutien de dictature ou qui sont perdus dans des réalités, je le sens dans on a un élément sur lesquels on peut bâtir ensemble, c'est-à-dire des principes inaliénables et des finalités qui sont exigeantes, qui sont contraignantes pour l'homme et qui donnent une finalité à la politique. Il n'y a pas de politique sans éthique, point à la ligne. Et quand il y a une politique sans éthique, il y a la déshumanisation, il y a le service du politique à l'intérêt économique. Si ce discours-là, nous le tenons en reconnaissant simplement jusqu'au bout que dans l'époque moderne, on a le droit de ne pas croire, on a le droit à la rationalité, mais on a le droit de croire, on a le droit de la pratique, on a le droit de décider pour soi des modes de sa liberté dans un monde libre, eh bien là, si on va jusqu'au bout de ces principes-là, là on peut se rencontrer. Pas des choses un peu mièvres du style « je serai avec toi dans la liberté sociale, je serai plus avec toi dans la liberté religieuse, je serai plus… » parce que pour moi, la religion, par essence, elle est l'aliénation de l'homme. Vous voyez ce type d'alliances qui n'en sont pas, là on ne va pas y arriver. Et c'est pour ça que c'est quand même important ta voix, c'est-à-dire quelqu'un qui peut dire « moi je suis athée », mais à partir de ce qu'il y a comme principe d'une référence religieuse, je peux bâtir à partir de ceci et je peux aller dans une même finalité avec des hommes ou des femmes de foi. Eh bien, là, il faut aller jusqu'au bout de ce processus-là. Mais encore une fois, je pense qu'on ne va pas jusqu'au bout du processus si on ne se met d'accord que sur des principes fondateurs. Il faut des finalités qui orientent notre combat. Donc, quelles sont les finalités et des réalités des dynamiques sociales et de notre conception de ce que devrait être un État et de ce que devrait être également l'activité économique. Nos finalités manquent et je veux dire, aujourd'hui, on a une pléthore de moyens et une absence de fin. C'est ça la réalité à laquelle on vit aujourd'hui. On est devant une absence de fin. Quelle est la finalité ultime de tout ceci? Et je crois que c'est là où nous devons nous rejoindre. Et ça veut dire, Jacob, ça ne veut pas dire qu'on a uniformisé le chemin. Non, on accepte la diversité, mais on est d'accord sur un certain nombre de principes et de finalités qui unissent nos combats. Jacob, tu peux réagir? Non, pour dire je suis tout à fait, enfin, je sais pas, ça paraît tout à fait rationnel, sensé et porteur de, comment dire, porteur d'espoir, porteur d'espérance, voilà. Oui, je pense que c'est un point très important puisque Tariq avait commencé tout à l'heure son exposé en expliquant que les États qui sont dénués de tout principe, de toute morale, conduisent bien souvent leur peuple dans des catastrophes sans nom et font vivre leur propre peuple dans l'injustice. Je veux pas jouer l'intello, mais je crois que c'était André Malraux qui, dans un discours, disait que le 21e siècle serait un siècle spirituel où ne serait pas
on a fait un peu le tour des idéologies matérialistes. On voit bien où elles ont conduit l'humanité. Est-ce qu'on peut citer sur la Terre une seule idéologie, un seul pays qui, par le biais d'une idéologie politique, ait conduit son peuple vers le bonheur? Alors tu disais, Jacob, que les Juifs, quand ils ont reçu les Hébreux, parce qu'à l'époque on les appelait pas les Juifs, quand les Hébreux ont reçu les 10 lois, les 10 commandements, ils ne les ont pas respectés. Une partie d'entre eux ne les a pas respectés, puisque si tu te souviens du film Les 10 commandements, pendant que ce pauvre Moïse était occupé à recevoir les lois de Dieu là-haut sur la montagne, le peuple avait fabriqué un veau d'or pour revenir à ses anciennes traditions égyptiennes. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pardonnez-moi. Je vais intervenir parce que réflexion faite, j'aimerais quand même, parce que ce qu'a dit Tariq, enfin bon, ça rentre et puis ça commence à faire un peu de... C'est ça. Comme le whisky. Comme le quoi, Jacob? Comme le whisky. Ça monte à la tête. C'est ou de l'humour ou de la provocation ou les deux? Voilà, c'est pas de provocation. Non, c'est gentil. Non, c'est le whisky. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Voilà. Bien sûr qu'il y a des mots qui... Voilà, je voudrais revenir sur la finalité. Je maintiens quand même, personnellement, qu'il est difficile. C'est pas, j'aurais voulu, c'est pas le truc, d'accord? Sauf que je pense que vu l'état des lieux, d'état d'esprit des gens, la constitution des groupes tels qu'ils sont, etc. Enfin aujourd'hui, je trouve que il me paraît difficile et ça peut être un obstacle si on trace des finalités, comment dire, bien définies. Enfin, non, on peut tracer des cadres, voilà, des objectifs dans un sens large, voilà. Mais je pense que comme ça, beaucoup de gens peuvent venir, peuvent s'agglutiner, un peu comme j'ai cette image des fleuves là qui vont vers la mer, chaque fleuve dans une direction, etc. Mais ils vont tous vers la mer. Et donc, bien sûr, il y a des grandes idées. Bon, bien sûr, c'est évident. Mais en même temps, ça devrait être assez lâche, avec un accent circonflexe, enfin pour dire, voilà, pour permettre justement, parce que le problème, c'est pas que c'est parce que la réalité me contraint à dire, l'observation de la réalité me contraint à dire que il est difficile de contraindre beaucoup de monde à quelque chose d'assez précis et étroit. Étroit dans le sens où, enfin, bien constitué, qui pourrait le mettre en dehors, s'il n'est pas sur les rails, voilà. Enfin, j'espère que m'exprimer correctement. Donc, en fait, moi, je pars d'une observation. Enfin, peut-être on n'est pas d'accord là-dessus. Mais moi, mon observation, c'est que, et d'ailleurs, quand on voit l'explosion des réseaux sociaux, des intellectuels, etc., eh ben, je pense que, parce que plus ou moins, nous allons dans la même direction, et c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire fructifier, c'est-à-dire une espèce de petit pont entre tous ces fleuves qui vont vers la mer. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime un peu, enfin, si l'expression est assez claire. Le whisky n'a rien enlevé à la clarté de ta pensée. Donc... Malheureusement, je n'ai pas pris de whisky. Tout va bien.
Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Les objectifs, c'est pas des objectifs qui soient qui soient restreints. Non, c'est des Voilà. objectifs qui sont larges et qui sont inclusifs. Parce que, mais à l'analyse, avec la rationalité, tu sais, dans ton discours, quand on t'entend toi, et c'est vrai Oui. aussi d'un certain nombre d'intellectuels qui se positionnent dans l'athéisme ou l'agnosticisme, euh, le principe qui est essentiel, c'est dans le développement de ces finalités inclusives et larges, qui sont des finalités, ce que moi j'appelle les seules choses que je connais en termes de principes et d'objectifs universels, ce sont ceux qui sont partagés, donc qui sont larges. Eh bien, c'est à aucun moment de rendre la foi ou la religion irrationnelle. Toi, ce que tu dis, c'est qu'elle est rationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne s'oppose pas à la raison. On comprend à la raison, avec la raison, l'acte de foi. Ça, c'est essentiel, parce que cette idée qu'on nous a imposée en Occident, que c'était foi contre raison, mais c'est un non-sens absolu, c'est-à-dire que la Absolument. foi la plus profonde ne s'oppose jamais avec la raison la plus claire, et que la raison la plus claire ne considère pas que la foi soit irrationnelle. Elle est autre chose que la raison, mais que la raison peut comprendre comme autre chose qu'elle-même. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont essentielles. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans ce que tu viens de dire, en disant attention à ne pas restreindre les horizons, parce que là, ça deviendrait exclusif, mais à être inclusif suffisamment, parce que les objectifs, ils doivent l'être, ils doivent admettre tout ceci. C'est essentiel, ceci, mais ce travail doit se faire. J'aimerais juste, pour terminer, vous dire une chose qui, dans la discussion qu'on a entre nous là maintenant, c'est même une discussion à l'intérieur des intra-communautaires aussi. Moi, j'ai toujours dit aux musulmans, vous savez, c'est pas parce qu'on est tous d'accord sur le Coran et qu'on revient au texte qu'on va arriver aux mêmes objectifs. C'est-à-dire que le texte, on le lit tellement différemment. Qui est littéraliste, qui est traditionnaliste, qui est restrictif, qui n'a pas de profondeur, qui a une lecture tellement traditionnelle qu'elle ne tient pas compte de l'histoire. On dit qu'on n'a qu'un seul livre, mais on a 1000 interprétations. La seule chose qui nous sauvera à partir du principe du texte commun, c'est les finalités auxquelles on arrive. Est-ce que vous, à partir de votre lecture, vous êtes d'accord pour dire que tous les êtres humains sont égaux? Est-ce que vous êtes d'accord que le principe de justice est un principe inaliénable? C'est les finalités qui vont nous mettre d'accord, pas le livre, parce que le livre, on le lit différemment. Ben, c'est exactement la même chose entre nous. Et que pour que effectivement on puisse être dans un accord, il faut que les finalités soient largement conçues et non pas restrictives. Bon, et puis peut-être que c'est le moyen de lutter contre ce choc des civilisations qu'on veut nous imposer. Pour nous croyants, le choc des civilisations, ce sont des murs que l'on dresse entre nous. Et quand je dis, bon, essayons de revenir à un minimum de règles communes. Au fond, quand je cite en exemple les 10 commandements de Moïse, ben oui, ces 10 commandements-là, à quelques commandements près, sont inscrits dans nos cœurs et dans nos consciences. On sait tous qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas convoiter la femme d'un autre, s'approprier le bien d'un autre. Des règles qui, au fond, sont morales, au-delà du fait qu'elles sont purement religieuses. Et moi, je me dis, on peut essayer de bâtir un monde nouveau avec des gens qui croient qu'on peut effectivement vivre ensemble en harmonie, en respectant ces 10 lois qui nous sont communes à tous. Il n'y aurait plus de racisme, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de meurtre, il n'y aurait plus de vol. Au fond, ce serait un bon moyen de pacifier le monde, puisque ces 533 000 lois et décrets ne parviennent toujours pas à rendre nos vies sûres, paisibles et agréables. Donc il y a une erreur d'aiguillage quelque part. Il faut peut-être se poser la question, comme disait Tariq tout à l'heure, et pour moi c'est important, un État qui fonctionne sans valeur, sans morale, qui n'a que la raison d'État pour tout expliquer, nous conduit tous vers l'abîme.
Donc on ne peut pas se contenter d'en faire le constat. Il faut essayer de proposer des solutions qui l'évitent, justement. Et peut-être que ça, c'est une des voies possibles. Parce que le respect de la foi de l'autre, c'est aussi, à mon sens, une des bases nécessaires. À partir du moment où 3 religions ont en commun le même Dieu, on a quand même plus en commun que de choses qui nous opposent et nous divisent. Et je pense que c'est sur cette base-là qu'il faut essayer de construire la société de demain. Parce que sinon, comme disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre comme des frères ou à mourir comme des imbéciles. Mais moi, oui, moi je suis complètement d'accord avec ça, Eric, mais moi j'ajouterais une chose qui me paraît essentielle. C'est-à-dire que bon, on peut partir des 10 commandements, mais il faut savoir que dans les autres, de là où je suis, hein, moi je suis né dans la culture occidentale, je connais tout ceci, je l'ai lu et étudié. Il faut imaginer qu'au-delà de notre cercle, il y a plein de femmes et d'hommes qui verraient ceci comme une appropriation à partir de la première des traditions abrahamiques juives et puis réinterprétée par le christianisme. Je pense que ce qui est important, c'est que dans ces 10 commandements, il en est effectivement qui sont spécifiques à une tradition et il faudrait trouver le socle commun en faire de l'intersection entre tous, c'est-à-dire qu'est-ce qui est véritablement commun, mais pas simplement avec les traditions religieuses, avec les traditions rationalistes, et on trouvera, et on le sait qu'il y a des principes communs. Donc, je veux dire, souvent, on distingue en littérature la forme du fond. Ici, la forme fait partie du fond. C'est comment est-ce qu'on va proposer ce socle-là, où on le conçoit, on le comprend, on l'intellectualise et on s'en imbibe. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Avec cette idée, ce que tu as dit et ce que tu as mis en évidence, c'est aujourd'hui prendre une position dans toutes les sociétés du monde. Et ça, c'est aussi important que quelqu'un comme Jacob, dans son positionnement, le dise de concert avec tous ceux qui portent une foi, c'est de ne jamais disqualifier de fait ou par définition la parole religieuse ou la parole spirituelle. Il ne faut pas le faire à partir du moment où on peut se mettre d'accord sur ce socle-là et sur les finalités. Et il faut, à mon sens, vraiment, et je sais que moi je me souviens qu'une fois j'étais à Rome avec le conseiller du pape sur les questions interreligieuses, et puis il faisait une intervention et il disait, alors qu'on était là, il dit: on doit remercier les musulmans en Europe d'oser dire leur foi parce que ça donne du courage aux chrétiens. Et quand j'écoutais ceci, je me suis dit, mais en fait, ce que nous devrions faire ensemble, c'est de ne jamais avoir peur ou de ne plus oser dire la force fondatrice de la parole religieuse à côté de la parole fondatrice, de la parole rationnelle ou même de la parole athée. Il faut oser dire Dieu aussi à notre époque. Pourquoi ? Ou faire référence à la religion. Pourquoi? Pour montrer justement que tout ce qui est le discours dominant, qui associe le religieux au dogmatique, est aussi mensonger que le discours religieux qui a fait du religieux le dogmatisme. C'est-à-dire que les uns sont les alliés des autres. Et c'est important ceci. Alors je vous donne un exemple qui est essentiel pour moi. Récemment, j'interviens en Belgique et je l'ai même souvent répété. Je dis, mais il ne peut pas être question pour la question palestinienne ou la question, on revient justement à ce conflit-là, il ne peut être question de disqualifier le discours religieux de ce conflit-là. C'est-à-dire que parce qu'on a en face de nous un messianisme et un suprémacisme religieux, dogmatique, fermé, génocidaire, pour montrer son progressisme, on ne ferait plus de référence au divin. Et moi, j'en ai voulu, je l'avais même dit au conseiller du pape à l'époque en lui disant, mais pourquoi vous ne dites rien sur la question palestinienne? Vous montriez par là qu'en fait, c'est pas juif contre musulman, c'est des principes et c'est des religions contre une certaine interprétation. Pourquoi je dis ceci? Parce que à ce suprémacisme, il faut qu'une parole chrétienne, il faut qu'une parole juive, il faut qu'une parole musulmane dise au nom de la religion que nous, ce que l'on veut, c'est que les gens vivent ensemble et qu'ils aient le droit chacun à leur lieu saint.
que ce soit le temple, que ce soit les églises, que ce soit la mosquée d'Al-Aqsa, il faut que le discours religieux inclusif soit présent dans l'équation. Mais dire que parce que les uns sont fermés, littéralistes et extrémistes, on va faire disparaître la parole religieuse, c'est tomber deux fois dans un piège. On a besoin aujourd'hui d'une parole religieuse qui s'assume dans sa force inébranlable au principe fondateur et son ouverture à toutes les traditions rationalistes, agnostiques, athées, à partir du moment où on se met d'accord sur le fait que la raison d'État ne peut pas être une raison amorale. Ça, c'est essentiel, mais moi, c'est pour ça que je pense aujourd'hui que il faut que ce discours-là, oser dire, c'est ce que nous, on a dans l'institut qu'on a aujourd'hui, le thème de cette année, c'est le courage. Mais simplement le courage de dire je crois, le courage de dire je pratique, le courage de dire je prie, le courage de penser et puis de le dire, et de le dire de telle façon à ce que ce ne soit pas opposé aux rationalistes athées, mais fondé sur des principes qui sont communs et des finalités qui sont associées et partagées. Ça, c'est essentiel qu'on puisse y arriver. Et aujourd'hui, il faut que cette énergie spirituelle-là renaisse, parce que, enfin, en tant que croyant, et ça pourra peut-être, avec ça, Jacob aura quelques soucis, mais je pense vraiment que ce qui me donne la force, moi, de ne pas tomber dans le pessimisme par rapport au gouvernement qui contrôle et qui étouffe, c'est cette espérance de la foi qui dit non, vous n'aurez pas mon cœur. Et parce que vous n'aurez pas mon cœur, je ne m'y soumettrai pas par la raison. Et ça me paraît quand même essentiel d'avoir ce discours-là et de le tenir avec force. Oui, et puis j'ajoute, est-ce qu'il est rationnel de nier la dimension spirituelle d'un être humain? Oui, on est d'accord. Et puis, il y a une autre chose qu'on dit là maintenant, excuse-moi Jacob, juste une autre chose que je voulais dire, c'est à un moment donné, il faudra arrêter de tomber dans le piège de disqualifier la question de la morale ou la question de l'éthique. Aujourd'hui, il faut nous réconcilier avec l'éthique, il faut nous réconcilier avec la morale. Le discours de Jacob, il est extrêmement moral, il est extrêmement éthique, et le discours de tous les résistants aux oppressions, il est éthique et moral. Et à un moment donné, on nous a mis sur le plan de la psychologie, sur le plan de la psychanalyse, sur le plan social, sur le plan même philosophique, avec une vraie question. Nietzsche, quand il dit « votre morale est un instrument de pouvoir », il a raison. Mais ça n'est pas la seule fonction de la morale. Certains l'ont utilisé comme une fonction de domination et de jugement, mais c'est une référence de constitution de la pensée, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et à un moment donné, moi j'écris dans le manifeste pour une théologie islamique de la libération, j'en reviens aux fondamentaux en disant le problème que j'ai avec Freud, c'est d'avoir fait de la morale un obstacle à la constitution de l'homme, c'est-à-dire c'est le surmoi qui nous empêche de nous éclore dans la société. Dans les traditions spirituelles, on ne devient libre de soi-même que par un vrai travail moral sur soi-même, un vrai travail avec une morale libératrice, pas une morale de jugement. La réconciliation avec la morale, c'est un lieu sur lequel on doit se retrouver en disant nous ne sommes pas moralistes dans le pouvoir et le contrôle, mais moraliste dans la libération de l'homme par rapport à ses propres errances, par rapport à ses propres passions, par rapport à ses propres folies, par rapport à ses propres désirs. Ça, c'est aussi un discours qui est libérateur. Jacob, tu voulais réagir? Non, je voulais juste dire, enfin, mais est-ce bien nécessaire que l'athéisme n'est pas nécessairement une négation d'une forme de spiritualité, d'humanisme. Voilà. Enfin, je pense que cela va sans dire. Mais bon. Bon. On est à 1h54 d'émission. Si vous voulez bien, on va s'arrêter avant les 2 heures fatidiques. Il y a eu beaucoup de commentaires dans le chat que je n'ai pas pu suivre. J'ai vu survoler des commentaires extrêmement intelligents, intéressants, et puis d'autres beaucoup moins.
Les commentaires insultants ne vont pas durer longtemps sur ce chat, je peux vous le garantir. Nina va passer par là et je peux vous dire qu'elle tranche à la hache. Je vous remercie infiniment d'avoir été pour la dernière émission de l'année nos invités sur TV ADP. On essaye de se retrouver dans un mois et demi en fonction de vos disponibilités respectives avec Dominique de la Ward qui n'a pas pu être là avec nous ce soir. Je remercie les internautes qui sont formidables dans leurs commentaires, dans leurs réactions. Je le dis et je le répète, on a des gens qui nous suivent, qui sont devenus des fidèles, qui participent à chacune des émissions que la chaîne propose, et c'est vraiment un plaisir de les voir apprécier le travail qu'on fait. Alors je veux leur souhaiter à tous une bonne fête de fin d'année, une bonne nouvelle année. Et puis demain, vous retrouvez notre ami Abdel Zahiri dans Où va ce monde. Il va nous faire une synthèse de l'actualité de la semaine. Si vous étiez là dimanche dernier, vous avez vu à quel point ce garçon est talentueux. Et je me fais un plaisir à titre personnel de le revoir demain. Bonne soirée à vous tous. Merci Jacob. Merci Tariq. Merci Eric. Merci Jacob. À bientôt. Bonne fête et puis bonne année à tous. Merci. Bonne soirée à tous.